Salut les amis pêcheurs! Vous arrivez au bord de l'eau en mars. L'eau a cette couleur café au lait, un peu trouble. Vous vous dites, parfait, le poisson ne me verra pas arriver. Et si je vous disais que c'est précisément là que vous faites votre plus grosse erreur? Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi les poissons vous voient parfaitement, même à 20 mètres, dans une eau que vous jugez opaque. Je vous promets de vous révéler la science toute simple qui se cache derrière ce phénomène et pourquoi c'est la raison pour laquelle beaucoup de vos sorties de pêche échouent avant même votre premier lancer. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre risque de changer pour toujours votre manière d'aborder le bord de l'eau. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, avez-vous déjà eu l'impression de faire fuir un poisson sans même comprendre pourquoi? Cette idée que l'eau teintée est un camouflage parfait pour le pêcheur, c'est une croyance très répandue. On se la transmet de génération en génération. Avec une eau comme ça, tu peux t'approcher, il ne voit rien. Le problème, c'est que cette croyance est basée sur notre propre vision, à nous, les humains. Nos yeux sont conçus pour voir clairement dans l'air. Sous l'eau, c'est une autre histoire. On applique nos propres limites sensorielles à un monde qui fonctionne avec des règles complètement différentes. C'est une erreur naturelle, on le fait tous. Mais à la pêche, c'est une erreur qui coûte très cher en poisson. On va donc arrêter de penser comme un humain et essayer de comprendre ce qui se passe réellement sous la surface. Pour commencer, parlons de l'œil humain face à l'œil du poisson. C'est le point de départ de toute l'incompréhension. Nos yeux sont des merveilles de technologie pour voir dans l'air, mais ils sont quasi inutiles sous l'eau sans un masque. L'œil du poisson, lui, c'est l'exact opposé. C'est un appareil optique qui a été perfectionné pendant des millions d'années pour être ultra performant dans son environnement liquide. Faites l'expérience. La prochaine fois que vous êtes au bord de cette eau trouble, penchez-vous et essayez de regarder sous la surface. Vous ne verrez rien, peut-être à 30 cm, tout au plus. Cette expérience renforce votre conviction que l'eau est opaque. Sauf que pour le poisson, ce n'est pas du tout la même chose. Pour lui, regarder vers la surface dans cette même eau, c'est un peu comme si nous regardions à travers des lunettes de soleil légèrement teintées par un jour de grand soleil. L'image est moins nette, mais les contrastes sont bien là. Maintenant, abordons ce concept de turbidité. Ce que nous, on appelle une eau trouble ou teintée, c'est simplement de l'eau qui contient des particules en suspension, de la terre, des algues, des sédiments. Pour notre œil, ces particules diffusent la lumière dans tous les sens, ce qui crée un brouillard et floute complètement l'image. Mais le cerveau et les yeux d'un poisson sont programmés pour filtrer ce bruit visuel. Imaginez un logiciel de retouche photo très puissant qui serait capable de rendre plus nette une image un peu floue. Le poisson fait ça instinctivement et en temps réel. Il ne cherche pas à voir une photo en haute définition de vous, en train de préparer votre canne. Il cherche à détecter une forme, un mouvement, une ombre qui n'a rien à faire là. Et pour ça, il n'a pas besoin d'une eau cristalline. Une simple silhouette suffit à déclencher l'alerte. Un élément crucial est la pénétration de la lumière. La plus grosse erreur est de croire qu'une eau trouble équivaut à une absence de lumière. C'est totalement faux. Même par une journée grise et couverte de Mars, une quantité très importante de lumière traverse les premiers mètres d'eau. Ce n'est pas la lumière directe et crue du soleil d'été, mais c'est bien plus qu'assez pour que le poisson puisse voir. Cette lumière ambiante vient éclairer la scène par le dessus. Imaginez maintenant le point de vue du poisson posté près du fond. Il regarde vers le haut. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un fond lumineux, qui est la surface de l'eau éclairée par le ciel. Si vous vous tenez sur la berge, vous êtes une forme géante et sombre qui se découpe parfaitement sur cet arrière-plan lumineux. C'est le signal de danger le plus évident et le plus visible dans son monde. Parlons un peu des couleurs. C'est un sujet fascinant. Nous, les humains, voyons un spectre de couleurs bien défini.
Mais beaucoup de poissons, et surtout les prédateurs comme le brochet, la perche ou le sandre, voient bien au-delà. Ils perçoivent les ultraviolets, le fameux spectre UV. Le problème, c'est que la majorité de nos vêtements, y compris les vêtements de pêche camouflage, sont traités en usine avec des azurants optiques pour qu'ils paraissent plus vifs et plus beaux dans les rayons des magasins. Ces azurants réagissent très fortement aux UV. Pour un poisson, votre veste kaki que vous pensez si discrète peut littéralement briller comme une enseigne au néon. C'est un flash de lumière complètement artificiel dans son environnement. C'est comme si un panneau publicitaire clignotant s'allumait soudainement sur la berge. Cela ne crie pas « pêcheur », cela crie « danger », anormal. Et même si, par impossible, le poisson ne pouvait pas vous voir, il peut vous sentir arriver. Je parle de sa ligne latérale, c'est le sonar du poisson. Chaque pas que vous faites sur la berge, même en essayant d'être léger, envoie des vibrations à travers le sol. Ces vibrations se transmettent instantanément à l'eau. La ligne latérale du poisson est un organe d'une sensibilité incroyable, capable de détecter les plus infimes changements de pression dans l'eau. C'est un peu comme si vous étiez dans une pièce parfaitement silencieuse et que quelqu'un tapait du pied à l'étage au-dessus. Vous ne le voyez pas, mais vous savez qu'il est là. Pour le poisson, vos pas lourds sur la berge sont un véritable tremblement de terre. Cela l'alerte de votre présence bien avant que vous ne soyez dans son champ de vision. Le mal est déjà fait. Attaquons-nous au mythe du profil bas. Beaucoup de pêcheurs pensent qu'en s'accroupissant, ils deviennent invisibles. C'est mieux que de rester debout, c'est certain, mais ce n'est pas une solution miracle. Le vrai problème, ce n'est pas tant la position, mais le mouvement. L'action de vous accroupir, le mouvement de vos bras lorsque vous préparez votre lancer, le va-et-vient de la canne, tous ces gestes sont saccadés, rapides et totalement anormaux dans la nature. Dans le monde aquatique, la plupart des mouvements sont lents, fluides, comme une algue qui ondule. Vos gestes brusques détonnent complètement. Imaginez la scène du point de vue du poisson. Une grande forme sombre sur la berge change soudainement de forme et s'agite de manière erratique. C'est un comportement typique d'un prédateur qui se prépare à attaquer. L'instinct du poisson lui dicte de fuir. Le ciel est votre pire ennemi. Le facteur qui vous trahit le plus souvent, c'est votre silhouette qui se découpe sur le ciel. Mettons en place un scénario classique. Vous êtes sur une berge un peu surélevée. En bas, l'eau est d'un vert laiteux. Vous vous sentez parfaitement camouflé. Mais pour le poisson qui est en dessous, la situation est différente. Il regarde vers le haut, vers la surface. Le ciel, même s'il est couvert de nuages, reste la source de lumière la plus puissante dans son champ de vision. Tout objet qui vient briser cette ligne de lumière, qui vient obstruer cette source lumineuse, est instantanément repéré. Vous êtes une silhouette sombre, parfaite. Le poisson n'a pas besoin de voir la couleur de vos yeux ou la marque de votre casquette. Il a juste besoin de voir cette forme anormale qui bouche la lumière pour comprendre qu'un danger est présent. N'oublions pas le jeu des ombres. Par une journée ensoleillée, c'est une évidence. Votre ombre qui se projette sur l'eau est un signal d'alarme immédiat. Mais beaucoup de pêcheurs sous-estiment leur ombre par temps couvert. Même avec un ciel voilé, vous projetez une ombre, une zone plus sombre sur l'eau et sur le fond. Les poissons sont des maîtres dans la détection de ces variations de luminosité. Une ombre qui apparaît soudainement et qui balaie leur cache est un signal de danger instinctif. C'est l'équivalent de l'ombre d'un héron ou d'un cormoran qui passe au-dessus d'eux. Leur réaction instinctive est soit de s'enfuir à toute vitesse, soit de se figer complètement sur le fond. Dans les deux cas, vous pouvez être sûr qu'il ne viendra pas mordre à votre leurre. Alors, concrètement, qu'est-ce que cette eau teintée change pour le poisson?
En réalité, cela veut simplement dire que sa vision à courte distance est un peu moins précise. Il aura peut-être un peu plus de mal à distinguer les détails de votre leurre à 5 mètres de distance. Mais cela ne veut absolument pas dire qu'il est aveugle aux gros objets, aux contrastes et aux mouvements à grande distance. En fait, l'eau trouble peut même jouer contre vous d'une autre manière. Comme sa vision de près est diminuée, le poisson va devenir encore plus dépendant de ses autres sens. Il va porter une attention accrue à sa ligne latérale pour les vibrations et à sa capacité à détecter les silhouettes et les contrastes. En d'autres termes, une eau teintée rend le poisson encore plus méfiant et plus sensible à toutes les perturbations que vous pourriez causer. Prenons un exemple pratique et très parlant. Imaginez 2 pêcheurs qui arrivent sur le même poste au mois de mars. Le premier, appelons-le Marc. Marc marche d'un pas assuré jusqu'au ras de l'eau. Il porte une veste de couleur vive. Il se tient bien droit, face à l'eau, et commence immédiatement à monter sa canne en faisant de grands gestes. Tous les poissons qui se tenaient tranquillement près de la bordure sont maintenant à 20 mètres de là, en état d'alerte maximale. Marc n'a même pas conscience qu'ils étaient haut là. Il va pêcher pendant 1 heure sans la moindre touche et finir par dire « Il n'y a pas de poissons sur ce poste aujourd'hui ». Il a tort. Il les a simplement tous fait fuir dans les 10 premières secondes de son arrivée. Maintenant, observons le deuxième pêcheur. Appelons-le Luc. Luc, lui, s'arrête à 10 mètres du bord de l'eau, à l'abri d'un arbre. Il prend 1 minute pour observer, pour s'imprégner du lieu. Ensuite, il s'approche tout doucement, en se tenant accroupi. Il utilise le moindre buisson, le moindre relief pour se cacher. Ses mouvements sont lents, calculés. Il fait très attention à ne pas se découper sur le ciel. Quand il est prêt à lancer, il effectue un lancer de côté, fluide et discret, pas un grand lancer par-dessus la tête qui agite l'air. Luc a compris que la partie la plus importante de la pêche se joue avant même que le leurre ne touche l'eau. Il pêche des poissons qui ne savent même pas qu'il est là. La différence entre les deux approches est énorme. Pour aller un peu plus loin dans la science, parlons des colonnes d'eau. La lumière ne s'arrête pas net à la surface. Les différentes couleurs qui composent la lumière du soleil ne pénètrent pas l'eau de la même façon. La lumière rouge est la première à être absorbée. Elle disparaît dans les tout premiers mètres. La lumière bleue et la lumière verte, elles, pénètrent beaucoup plus profondément. C'est pour cette raison que l'eau des lacs profonds nous paraît souvent bleue ou verte. Ce principe reste valable dans une eau teintée. Même si l'eau vous paraît marron depuis la surface, il y a toujours un spectre lumineux spécifique qui arrive jusqu'au poisson. Et votre silhouette, elle, vient couper d'un coup toutes ces couleurs. C'est une tache noire dans son univers visuel. Et c'est ce qui est si facile à repérer pour lui. Il faut aussi comprendre ce qu'on appelle la fenêtre du poisson. Un poisson ne voit pas tout ce qui se passe hors de l'eau. Sa vision est limitée à un cône qui forme un cercle à la surface, une sorte de hublot. C'est sa fenêtre sur notre monde. Tout ce qui est en dehors de ce cercle est simplement le reflet du fond de l'eau. Quand vous vous tenez sur la berge, vous apparaissez au bord de cette fenêtre. Plus vous vous approchez de l'eau, plus votre image devient grande et déformée à l'intérieur de ce cercle. À 20 mètres, vous n'êtes qu'une petite forme au loin. Mais en vous approchant, vous vous transformez en un géant menaçant qui envahit tout son champ de vision. Le poisson voit cette progression et l'interprète comme une menace directe qui fonce sur lui. N'oublions pas le facteur sonore. On a parlé des vibrations dans le sol, mais il y a aussi le son qui se propage dans l'air et dans l'eau. Le bruit de votre boîte de pêche qui tombe sur les cailloux, une conversation à voix haute avec votre partenaire de pêche. Le son voyage incroyablement bien et vite dans l'eau, beaucoup mieux que dans l'air. Ces bruits secs, métalliques et non naturels
sont une couche d'information supplémentaire pour le poisson. Il a déjà détecté vos vibrations. Il a vu votre silhouette. Et maintenant, il entend un grand clac. Pour lui, le doute n'est plus permis. Le danger est là, tout proche. Il est temps de disparaître. On peut aussi remettre en question un équipement très courant, les waders. Beaucoup de pêcheurs se sentent comme des chasseurs furtifs dans leur wader camouflage. Mais réfléchissez-y un instant. Quand vous marchez dans l'eau, même dans 10 cm d'eau, vous poussez une vague de pression devant vous. C'est comme la vague d'étrave d'un bateau, mais en miniature. La ligne latérale du poisson capte cette onde de pression à des mètres de distance. Vous êtes littéralement en train de lui envoyer un message pour annoncer votre arrivée. Marcher très lentement et faire de longues pauses est absolument crucial quand on pêche en waders. Se précipiter dans l'eau est le moyen le plus rapide de vider un poste de tous ses habitants. Alors, à quelle distance peuvent-ils vraiment nous voir? Ce chiffre de 20 mètres n'est pas inventé. Des études scientifiques sur la vision des poissons, notamment sur des prédateurs comme la truite et le brochet, ont démontré leur capacité à détecter des formes et des mouvements à ces distances, et parfois même bien au-delà, selon la clarté de l'eau et les conditions de luminosité. Ce qu'il faut retenir, ce n'est pas le chiffre exact, mais l'idée générale. C'est toujours beaucoup, beaucoup plus loin que ce que votre intuition vous dicte. Votre zone de sécurité, la distance à laquelle vous commencez à faire attention, devrait être au moins le double de ce que vous estimez instinctivement. Le vent peut jouer en votre faveur. Une journée avec un bon vent peut devenir votre meilleur allié. La surface de l'eau qui est ridée par les vagues va briser votre silhouette. Elle va rendre votre image beaucoup plus difficile à déchiffrer pour le poisson qui regarde à travers sa fenêtre. De plus, le bruit de fond du vent et des vagues peut aider à masquer les sons et les vibrations que vous produisez en vous déplaçant. Paradoxalement, pêcher par une journée calme, silencieuse et couverte peut être bien plus difficile en termes de discrétion. Dans le silence, la moindre erreur de votre part est amplifiée et immédiatement perçue par le poisson. Le vent est une sorte de camouflage naturel. Comment appliquer toutes ces connaissances de manière pratique? C'est simple en théorie, mais ça demande de la discipline. Premièrement, changez votre état d'esprit. Partez du principe que vous êtes toujours visible, toujours. Deuxièmement, utilisez le décor à votre avantage. Essayez toujours de placer un obstacle entre vous et le poisson. Un arbre, des roseaux, un gros rocher, n'importe quoi qui peut casser votre silhouette. Troisièmement, bougez lentement. Imaginez que vous vous déplacez au ralenti. Chaque pas, chaque geste, chaque lancer doit être fluide, doux et mesuré. Bannissez les gestes brusques de votre pratique. Le choix de vos vêtements a aussi son importance. Pas besoin d'investir dans une tenue de camouflage militaire hors de prix. Pensez simplement terne et naturel. Évitez les couleurs vives, bien sûr, mais évitez aussi le blanc ou le bleu clair qui peuvent te confondre avec le ciel et vous rendre encore plus visible. Et le plus important, comme on l'a vu, cherchez des vêtements sans azurant optique. Pour le savoir, faites un test simple. Dans une pièce sombre, éclairez vos vêtements avec une petite lampe à lumière UV. Vous serez surpris de voir quelles parties de votre équipement discret se mettent à briller. Privilégiez des couleurs qui se fondent avec l'arrière-plan de la berge, comme les bruns, les verts foncés et les gris. Et voici la dernière pièce du puzzle, la plus importante de toutes, la patience. Le plus grand avantage que vous avez sur le poisson, c'est le temps. Ne vous précipitez pas au bord de l'eau. Arrêtez-vous bien en retrait. Prenez quelques minutes pour observer l'eau, pour repérer une activité. Laissez l'environnement se calmer après votre arrivée. Laissez les poissons s'habituer au fait que rien n'a changé. Votre tout premier lancer sur un poste est le plus précieux. C'est celui qui a le plus de chances de tromper un poisson qui ne se méfie pas. En étant discret, vous vous assurez que ce poisson est toujours là et qu'il n'est toujours pas méfiant au moment où votre leurre va atterrir. Ce n'est pas juste de la théorie,
C'est ce qui fait la différence entre un bon pêcheur et un excellent pêcheur. Pour résumer tout ça, l'eau que vous pensiez trouble n'est en fait qu'une fenêtre un peu sale pour le poisson. Il voit votre silhouette, vos mouvements et vos vêtements qui brillent aux UV de bien plus loin que vous ne l'imaginez. Il sent vos pas grâce à sa ligne latérale. Pendant des années, on a jugé son monde avec nos propres sens, et c'est là que se situe l'erreur fondamentale. Le véritable choc, le moment « voilà le retournement de situation », c'est de comprendre que l'eau teintée rend probablement le poisson encore plus sensible à votre présence, et non l'inverse. Ça le force à se fier davantage à la détection des contrastes et des vibrations, deux choses qu'un pêcheur négligent fournit en abondance. Ça change complètement la donne. Ça veut dire que votre approche, votre discrétion, est plus importante que le leurre que vous choisissez, que la couleur de votre fil ou que la marque de votre canne. Vous pouvez avoir le meilleur matériel du monde. Si vous faites fuir le poisson avant de lancer, vous ne faites que vous entraîner à lancer, vous n'êtes pas en train de pêcher. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, prouvez-le en cliquant sur le pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains plongeons dans les mythes de la pêche. Et maintenant, la question qui fâche. Quelle est l'astuce de discrétion que vous utilisez et qui fonctionne à tous les coups? Ou alors, quelle est la plus grosse erreur que vous réalisez avoir faite pendant des années? Discutons-en tous ensemble dans les commentaires. À bientôt au bord de l'eau.